Alors, bienvenue tout le monde à ce deuxième webinaire de l'AQPC de la rentrée 2022. Mon nom est Nicole Perrault. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier tout de suite les partenaires de l'AQPC sans qui l'organisation des webinaires et du colloque et de toutes les activités produites, réalisées par l'AQPC peuvent être réalisées. Donc, notre partenaire gouvernemental, le ministère de l'Enseignement supérieur, nos partenaires officiels, Chenelière Éducation et la Caisse des Jardins de l'Éducation, et nos partenaires annuels, le Centre collégial de développement de matériel didactique, la Fédération des cégeps, et de même que l'Association des cadres des collèges du Québec. Alors, comment on va fonctionner? Alors, vous pouvez utiliser seulement 2 modules. Le premier, c'est ce qui s'appelle discussion ou discuter. C'est dans cet espace-là, donc ça se trouve au bas de votre écran. Vous pouvez échanger, commenter, proposer des ressources. J'ai fait la même chose. Bon, l'idée que vous proposez est intéressante, bon, etc. Impossible de lever la main parce que vous n'avez pas le droit de parole ni d'actionner votre webcam. Mais si vous désirez poser des questions sur le contenu du webinaire, donc poser des questions à Benoît et à Sophie, vous utilisez le module Q et R, de façon à ce qu'on puisse faire la distinction entre les questions qui sont posées au conférencier et à la conférencière et à l'espace, à faire la différence avec l'espace de discussion en tant que tel. Après le webinaire, vous allez recevoir le document de présentation utilisé par Sophie et par Benoît, de même que le contenu du clavardage. C'est donc dire que toutes les propositions de ressources que vous faites dans le clavardage, elles vont être partagées aux autres par la suite. L'enregistrement va être disponible demain sur notre chaîne YouTube et je vais vous écrire quand il sera accessible. Maintenant, je vous demanderai aussi de prendre quelques 30 secondes pour remplir un petit formulaire d'appréciation qui va vous être transmis également. Merci à l'avance de le faire, ça nous est tellement utile. Alors, je vais vous présenter, avant de laisser la place à notre conférencier et à notre conférencière, je vais vous les présenter. Alors, Benoît Damour est professeur de philosophie au Cégep de Lévis. Et bravo, Benoît, tu as été lauréat de la mention de la QPC 2021. Bravo. Érudit, accessible, Benoît témoigne, ça paraît quand on se parle, témoigne d'un vif intérêt à varier ses contenus théoriques et ses pratiques pédagogiques. On dit de lui, puis probablement que Sophie est un peu dans le secret des dieux, on dit de lui qu'il est l'âme du local de philosophie de son cégep. Il multiplie ses disponibilités ainsi que des occasions de s'investir. Entre autres, c'est l'initiateur du projet Cinéphilo, des Journées de la philosophie. Il est membre d'Amitié Haïti-Lévis et il est coordonnateur, bien sûr, du projet Atopos. Quant à Sophie Savard-Laroche, elle enseigne la philosophie au Cégep de Lévis, au Cégep Garneau et au Cégep Limoilou. Actuellement, elle travaille au Cégep Garneau. À la suite de son implication dans le projet Atopos, qui va vous être présenté dans quelques secondes, elle a pris la mesure des défis à relever concernant la décolonialité, de même que la déhiérarchisation de l'enseignement de la philosophie au collégial. Comme vous pouvez voir, j'ai appris mon texte pour bien prononcer les 2 termes. C'est ce qui a motivé Sophie à entreprendre un doctorat sur ce sujet qu'elle réalise actuellement à l'Université Laval. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. Place à Sophie et à Benoît. Merci beaucoup. Là, je vais partager mon écran pour commencer, pour avoir un petit support visuel. Donc, voilà. Merci beaucoup à l'AQPC de nous offrir l'occasion d'avoir cette discussion sur la décolonisation des savoirs. Et parlant justement de décolonisation, je veux commencer par reconnaître le fait que je m'adresse à vous à partir d'un territoire autochtone non cédé, le territoire de la communauté, en fait, le territoire de Wandake-Niowansio. J'en profite aussi pour reconnaître non seulement la colonisation injuste de ce territoire-là en tant que tel, mais aussi toute l'invisibilisation des savoirs liés à ce territoire et en général l'invisibilisation des savoirs autochtones
Puis en fait, c'est justement de ce type d'invisibilisation-là dont on veut parler aujourd'hui. Moi, je vais vous parler de décolonialité. En fait, je vais vous proposer une introduction aux pensées décoloniales. Puis ensuite, Benoît va prendre la parole pour parler plus précisément d'enseignement de la philo et du projet Atopos. Ouf! Donc, moi, je vous fais une intro aux pensées décoloniales. Je vais, entre autres, utiliser une entrevue que j'ai réalisée avec Danielle Cuenca-Olivera, qui, elle, est une chercheuse sur les pensées décoloniales et les épistémologies du Sud. J'ai réalisé avec elle une entrevue qui est disponible sur le site là, du projet Atopos dans le module sur la perspective décoloniale, justement. Puis, je vais vous présenter différents concepts pour en arriver à un concept que je trouve vraiment important, intéressant, celui de l'ignorance blanche. Mais bon, avant ça, je vais faire un grand détour, là, je vais poser différentes choses. Bon, premièrement, qu'est-ce que sont les pensées décoloniales? Les pensées décoloniales sont très récentes dans l'histoire, donc elles émanent au début du 21e siècle, au début des années 2000. Là, je vous ai mis une liste de nombreux penseurs et penseuses associés à la pensée décoloniale, qui nous vient de l'Amérique du Sud principalement. On les appelle aussi les épistémologies du Sud. Évidemment que c'est récent, mais ça se situe dans un prolongement, notamment des études féministes, parce que, en fait, qu'est-ce qu'elles ont en commun, les pensées décoloniales? C'est chercher à réfléchir sur les différents mécanismes historiques qui ont fait en sorte qu'il existe des rapports de domination qui ont favorisé les personnes blanches, les hommes et les êtres humains en général par rapport au reste du vivant. Ils vont se montrer très critiques par rapport au capitalisme et donc aux processus qui ont lié ensemble la colonisation et le capitalisme. Puis évidemment, ils sont vraiment, ils se nourrissent des épistémologies féministes puisqu'ils s'intéressent notamment, donc, pas juste à la suprématie des personnes blanches, mais aussi à la suprématie des hommes et donc des humains en général. Ce serait quoi les critiques principales que vont adresser les pensées décoloniales? Elles vont beaucoup s'attarder à la modernité, puisqu'elles s'intéressent aux enjeux liés à la race, que les races ont été inventées pendant la modernité. C'est donc pour cette pensée-là vraiment un moment important de critique. Les pensées décoloniales vont critiquer notamment notre manière de décrire l'histoire de manière linéaire, mais à partir du savoir et du point de vue occidental. Je pourrais donner comme exemple la manière qu'on a de se raconter l'histoire du féminisme en le décrivant en termes de vagues. On entend souvent ça, les 3 vagues du féminisme. Mais la pensée décoloniale serait critique de cette manière-là de raconter l'histoire, parce qu'en fait, elle suppose toujours le point de vue occidental. C'est le point de vue occidental et c'est le point de vue du féminisme blanc, en fait. Ce n'est pas l'histoire du féminisme en général. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de parler de vagues? Ça veut surtout dire que quand on le fait, bien, il faut être conscient qu'on le fait du point de vue du féminisme blanc. Elles vont aussi critiquer la pensée moderne qui va instaurer l'Europe comme étant le modèle de pouvoir, le modèle en termes aussi de conception de la démocratie, etc. Et d'imaginer en fait que toutes les autres cultures non occidentales sont sous-développées par rapport à cette norme-là européenne qu'on voit comme un peu l'apogée d'un certain progrès. Elles vont aussi critiquer l'invisibilisation des effets de la colonialité sur les savoirs occidentaux. Donc ça, c'est peut-être ce qui est le plus subtil, le plus difficile pour nous de reconnaître. C'est comment, en fait, nos savoirs, si on veut, révèlent un point de vue qui est le point de vue occidental. Donc, c'est difficile pour nous de le voir, de voir les biais que cela implique. Et aussi, elles vont critiquer la dévalorisation des traditions intellectuelles non occidentales. Ça, bon, ça nous paraît sans doute un peu plus évident. Là, je vous introduis quelques concepts, donc notamment celui du privilège épistémique. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est l'idée que le point de vue occidental va se poser comme un observateur et va transformer le reste du monde comme des objets d'observation. On parle aussi de racisme épistémique pour parler de cette tendance-là où on va créer des savoirs qui sont situés, mais qu'on va prétendre qu'ils sont de portée universelle.
alors que dans le fond, il témoigne d'un certain point de vue puis qu'il exclut les perspectives des autres. Donc, c'est vu comme une forme de violence pour les personnes qui sont exclues de la production des savoirs. On va parler d'égo politique de la connaissance pour faire référence justement aux notions que je viens d'amener, l'idée de savoir qui se veut objectif universel. On occulte le fait que les savoirs sont situés. On va aussi cacher, dans le fond, les traces des rapports de pouvoir qui sont à l'intérieur, qui traversent ces savoirs-là. Qu'est-ce que les pensées décoloniales vont proposer, si on veut? Elles vont vouloir finalement renoncer aux épistémologies générales universelles pour proposer ce qu'on appelle, dans le fond, une épistémologie, bien, pas tout le monde appelle, mais c'est une des manières de le nommer, l'épistémologie géocorpo-politiquement localisée. Hein? Donc, c'est vraiment prendre vraiment au sérieux ce que déjà on avait développé dans les épistémologies féministes, hein, l'approche du standpoint, le fait que tout savoir est situé et localisé à l'intérieur d'un point de vue. On veut aussi mettre en lumière la pluralité des connaissances qui sont hétérogènes, passer de l'universel au pluriversel. D'ailleurs, Santos va reprendre en fait un concept, la ignorance, qui avait déjà été développé par Pascal dans un contexte plus religieux, là, en référence à l'ignorance, l'humilité qu'on doit avoir par rapport à la connaissance de Dieu. Mais là, Santos va reprendre cette idée-là pour, en fait, montrer l'importance, en fait, d'être humble dans sa manière de comprendre le monde, au sens où de toujours garder à l'esprit l'impossibilité d'avoir accès à tous les points de vue. Fait que c'est de porter en soi cette limite-là, puis développer cette humilité-là. Et bien sûr, rendre visibles les savoirs historiquement délégitimés. Là, je vous amène rapidement, là, tout ça est très rapide, mais je vous amène, je quitte un peu les pensées typiquement décoloniales pour parler maintenant d'épistémologie féministe, parce que, comme je vous disais, les épistémologies du Sud et les épistémologies féministes se nourrissent l'un et l'autre, et même des fois sont complètement unies. Il existe évidemment des études en féminisme décolonial, mais là, je vous amène avec Miranda Fricker, qui, elle, est vraiment donc est dans l'épistémologie féministe. Et quand elle a développé, si on veut, sa théorisation autour des injustices épistémiques, ça a vraiment eu un écho auprès des penseurs de la décolonialité. Et donc, c'est pour ça que je prends la peine de faire ce petit détour-là. Bon, elle a théorisé deux formes principales d'injustice épistémique. Il y a l'injustice testimoniale, qui réfère au fait qu'on va accorder soit un excès ou soit un déficit de crédibilité à certaines personnes. L'exemple typique, c'est évidemment pendant les procès aux États-Unis, par exemple, où on va accorder plus de crédibilité aux personnes blanches qu'aux personnes noires, non pas pour des bonnes raisons épistémiques, mais parce qu'on a des préjugés racistes, par exemple. Et elle va parler donc aussi d'injustice herméneutique. Là, ça réfère plutôt à un déficit d'intelligibilité, où là, en fait, c'est l'idée que certaines personnes et certains groupes vont avoir un déficit en termes de ressources épistémiques pour être capables de comprendre, de nommer, de comprendre leur expérience, notamment leur expérience d'injustice. Le cas typique de ça, c'est le cas des femmes qui, pendant longtemps, ne pouvaient pas comprendre, ne pouvaient pas nommer le fait qu'elles vivaient du harcèlement sexuel ou le fait qu'elles vivaient des viols conjugaux, parce que justement, le viol conjugal était inconcevable. Il a fallu finalement que les études féministes développent ces concepts-là, comme là récemment, un nouveau concept qui émerge beaucoup dans le débat public, c'est tous les enjeux autour des féminicides. Donc là, on développe des concepts pour mieux comprendre les réalités subies par les personnes qui sont subalternisées. Donc, pourquoi ça? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est parce qu'évidemment, les ressources conceptuelles sont conçues par et pour les groupes dominants. Les outils représentent leur expérience, leur intérêt. Parfois aussi, les ressources existent, mais elles sont invalidées. Alors là, ça m'amène à vous présenter un penseur des épistémologies du Sud, José Medina, parce que lui, il va reprendre cette idée-là
il va poursuivre un peu la réflexion entamée par Fricker, mais il va faire une forme de renversement qui est là, d'où est tout l'intérêt, puis c'est pour ça que je vous le présente. C'est qu'il va montrer, en fait, parce que là, ce qu'on a vu avec Fricker, c'est que les personnes subalternisées pouvaient subir un déficit de ressources épistémiques. Tandis qu'avec Medina, le renversement, c'est qu'il va montrer que les personnes qui sont en situation de domination, qui ont un privilège épistémique, eux, en fait, ils vont souffrir de méta-ignorance parce qu'ils vont ignorer qu'ils ignorent les autres étant les personnes non occidentales. Ils vont ignorer leur expérience, leur savoir, leurs ressources épistémiques. Je dis les personnes non occidentales, mais ça pourrait être aussi les femmes, si on se prend du point de vue ou la personne qui est en position de privilège épistémique est un homme. Et donc, à ce titre-là, les personnes privilégiées sont désavantagées parce qu'elles souffrent d'un déficit de lucidité sur le monde, puisqu'elles sont donc dans la méta-ignorance. Les personnes qui sont subalternisées, de ce point de vue-là, elles vont avoir, si on veut, un avantage épistémique. On a beaucoup essayé de nommer tous ces mécanismes-là. On parle des fois de la double vue, de la seconde vue. C'est donc l'idée que la personne qui est subalternisée, elle est très consciente de son propre point de vue. Mais elle est aussi consciente du point de vue que va développer la personne en situation de domination qui, elle, va nier ses connaissances et ses savoirs. Donc, elle a finalement elle a plus de ressources épistémiques en ce sens-là. Elle a un regard plus lucide sur le monde. Puis aussi, pour en revenir, pour faire un lien avec quand je disais qu'un des privilèges épistémiques, c'est de transformer le reste en objet d'observation. Bien, quand on est une personne subalternisée transformée en objet d'observation, bien, en fait, on sait très bien qui on est, on comprend donc de notre point de vue à l'intérieur de notre propre perspective, mais on comprend aussi comment on est déformé dans le regard de l'autre, d'où la seconde vue. Donc ça s'applique évidemment, par exemple, aux femmes en philosophie dans la tradition occidentale où on nous présente toujours les femmes d'un point de vue extérieur, hein, ce n'est pas le point de vue vécu des femmes. Puis ben, nous, en tant que femmes, on comprend très bien qu'on est en train de nous décrire, nous, en tant que comment les hommes conçoivent qui nous sommes. Et évidemment, c'est toujours déformé, comme l'a très bien montré Simone de Beauvoir, entre autres. Bon, là, j'en arrive à la fameuse ignorance blanche. Là, je vais essayer d'aller rapidement parce que ça passe vite, tout ça. Mais bon, Charles Mills, il réfléchit à l'intérieur du cadre du contrat social. Donc, il va si on veut, il trouve que le contrat social, c'est quand même une manière intéressante de réfléchir le monde. Donc, il va partir de cette idée-là du contrat social, mais pour l'enrichir. Il s'inspire notamment du contrat sexuel qui avait déjà été proposé 10 ans plus tôt par Patman, mais lui, en fait, ce qu'il va montrer, c'est que le contrat social, les penseurs du contrat social de notre tradition philosophique occidentale pensent le contrat social pour les hommes blancs et que le contrat social ne concerne qu'eux, en fait, laisse en marge les femmes qui sont dans le domaine privé, fait que ça ne nous intéresse pas, et vont laisser les non-occidentaux aussi à l'extérieur du contrat, ce qui va permettre qu'on justifie, par exemple, l'esclavage tout en défendant le contrat social. Et ce qu'il va montrer, donc, c'est que pour bien comprendre le contrat social, il faut y inclure aussi l'idée d'un contrat racial, parce qu'ils vont ensemble. Le contrat social il est possible parce qu'il existe aussi le contrat racial qui permet finalement de créer des frontières entre les mondes. Donc, le monde blanc se crée son contrat social et se crée un contrat racial qui est un accord, encore là, tacite, dans le même concept que le contrat social, mais qui permet à des personnes blanches privilégiées de s'approprier justement des privilèges, puis ça justifie finalement l'exploitation à l'extérieur de la communauté des personnes blanches. Mais il va montrer, en fait, c'est là que c'est intéressant pour nous d'un point de vue épistémique, qu'il y a des enjeux épistémiques à ce contrat-là, parce qu'on va aussi s'entendre tacitement, on va être d'accord pour mal interpréter le monde, tout en sachant que nos erreurs vont être validées par l'autorité épistémique blanche. Et c'est là que, bon, ce qui est intéressant, qu'est-ce que c'est au juste l'ignorance blanche? C'est justement, c'est un type particulier de méconnaissance systémique qui est basé sur le groupe et motivé par les intérêts du groupe. D'ailleurs, le facteur majeur qui va encourager les distorsions cognitives blanches, c'est les avantages économiques. Donc, on revient souvent à ces fameuses questions-là des enjeux économiques.
là, je vais passer quand même rapidement pour, en fait, l'ignorance blanche qui est la plus typique, qu'on observe, le type d'ignorance la plus typique, c'est la suppression collective des connaissances pertinentes. C'est ce qu'on voit donc à l'échelle collective. Hein, c'est des processus qui sont systémiques, qui sont collectifs. Puis évidemment, puisque la mémoire individuelle dépend de la mémoire collective, c'est dire que tout le monde est affecté par l'ignorance blanche. Qu'on soit blanc ou non, qu'on soit raciste ou pas, on est affecté par l'ignorance blanche. Bon, ça nous amène à parler d'un autre concept qui est l'épistémicide, qui ne va pas ramener beaucoup de choses nouvelles par rapport à ce que j'ai déjà dit, mais c'est un concept intéressant justement pour faire un peu une synthèse de ça. Qu'est-ce que c'est l'épistémicide? C'est le meurtre du savoir. Donc, comme le dit la racine du mot, l'idée, dans le fond, c'est justement de montrer qu'il y a des mécanismes qui produisent l'épistémicide. Ces mécanismes-là, c'est à chaque fois qu'on va rendre illégitime, on va dévaloriser, on va invisibiliser les savoirs qui ne correspondent pas à la norme. On va donc considérer que ce qui émane du centre, les hommes occidentaux, on pourrait dire, si c'est le cas de notre philosophie, en tout cas, assurément, là, si on regarde n'importe quelle fresque de philosophe de notre tradition occidentale, évidemment, si vous voulez une image de c'est quoi le fait qu'on a des biais sexistes et racistes dans notre tradition, bien, regardez qui produit les savoirs. Ce sont pratiquement 100% des hommes blancs. Donc, leur point de vue, qui est un point de vue d'homme blanc, si on ne le nomme pas comme étant un point de vue d'homme blanc, puis on considère que c'est la philosophie, bien, c'est là que ça devient problématique. C'est là qu'on considère que le centre devient une norme universelle, alors que c'est un point de vue qui est situé. Donc, voilà. Bon, ben, pour faire un lien avec justement l'enseignement de la philosophie, moi, je considère que lorsqu'on enseigne la philosophie au collégial et qu'on considère que c'est la philosophie, bien, c'est là que ça devient problématique. Si on l'enseigne en prenant vraiment la mesure du fait que ce n'est seulement qu'une tradition parmi tant d'autres, bien, alors là, on évite le piège de commettre une forme d'épistémicide parce que justement, qu'on se donne comme objectif de connaître davantage et dans un cours d'introduction notre propre tradition, certes, c'est tout à fait légitime, mais le problème vient du fait que si on la présente comme étant la seule qui est légitime, bien là, on fait exactement comme les mécanismes que j'ai décrits, c'est qu'on invisibilise le fait qu'il existe d'autres traditions. Et en fait, on est dans la double ignorance des autres traditions, considérant que c'est la tradition occidentale, c'est la seule qui soit légitime. Puis d'ailleurs, c'est aussi ça nourrit beaucoup notre ego de la manière des fois qu'on peut enseigner la philosophie, bien, quand on considère que notre tradition, c'est la seule qui existe, parce que on en vient même qu'à penser une chose aussi fausse que de dire que les Grecs ont inventé la philosophie. Pour vous faire quand même, hein, les Grecs auraient non seulement inventé la philosophie, auraient aussi inventé, selon le magazine Philosophie, auraient inventé la démocratie, l'éthique, l'histoire, les mathématiques, rien de moins. Donc, quand on fait ça, en fait, quand on accorde autant d'importance à une seule tradition, bien, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit notre ego et on se prive d'une lucidité par rapport à ce que c'est réellement la philosophie dans le monde. Donc, en résumé, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de la décolonialité de l'enseignement de la philosophie? C'est évidemment de réussir du mieux qu'on peut, avec humilité évidemment, à montrer, quand on enseigne notre tradition, à porter attention sur qu'est-ce qui est dans notre tradition, qu'est-ce qui révèle le point de vue situé des personnes qui ont créé cette tradition-là. Ce que ça veut dire, c'est de montrer justement que ce sont des hommes blancs privilégiés qui ont construit ces savoirs-là et que ces savoirs-là sont porteurs de biais parce que justement, ils sont des savoirs situés. Parce que justement, j'ai peur de m'écarter, mais ça me fait penser que dans le fond, il y a quelque chose de typique dans la pensée moderne. C'est une critique de ce qu'on appelle la tradition, mais c'est tellement fort comme critique qu'on en arrive finalement à avoir comme culture une négation de la tradition, puis de penser que seules les autres cultures ont des traditions,
Tandis que nous, la pensée moderne, on s'est émancipé des traditions. Alors que juste de dire ça, c'est un point de vue qui est situé. Et bon, en tout cas, je pourrais en parler longtemps, mais là, ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais en arriver au deuxième point, finalement, que présenter aussi des points de vue qui sont extérieurs à notre tradition, c'est pas évident de le faire dans un contexte d'introduction au collégial où on a peu d'heures pour transmettre déjà les bases de notre propre tradition. Mais je pense que c'est quand même possible de ménager un espace pour au moins aborder d'autres pensées, donc qui sont à l'extérieur, qui sont en marge de notre tradition occidentale. Puis là, ben, j'avais dans l'idée de finir en vous parlant de différents exemples plus précis de comment, à quoi ça peut ressembler, de faire ressortir les biais qui sont implicites à nos savoirs de la tradition occidentale. Là, je n'aurai pas le temps de beaucoup ouvrir là-dessus. Je vais juste parler du premier point. L'homme n'est pas l'être humain. Je veux juste, en fait, expliquer simplement comment, moi, je trouve problématique le fait encore d'utiliser le mot « homme » lorsqu'on veut parler d'être humain. Bon, c'est problématique à de plusieurs manières, mais une des manières simples que j'aimerais expliquer, c'est que, en fait, historiquement, les penseurs de notre tradition occidentale, lorsqu'ils parlaient des hommes, et même lorsqu'ils parlaient de l'homme avec un grand H, en fait, ils excluaient les femmes. Les femmes ont été, par notre tradition philosophique, exclues de la notion même d'humanité. On a été mis dans le dualisme, hein, on a été mis du côté de la nature, des passions, tandis que l'homme du côté de la culture, de la raison, de la philosophie. Les femmes ont été exclues. Donc, lorsqu'on ne fait pas la distinction, puis que quand on parle, par exemple, de la conception, je ne sais pas, chez les stoïciens, puis qu'on dit l'homme en disant, ben oui, mais ça inclut les hommes et les femmes, en fait, c'est faux. Il n'incluait pas les femmes. Et de ne pas faire cette précision-là, c'est de se priver d'un regard plus lucide sur nos savoirs. C'est important, je pense, de faire la distinction, de montrer qu'à cette époque-là, les femmes étaient exclues. Et ensuite, de dire, ah, mais maintenant, ça a changé. Maintenant qu'on parle de l'homme, maintenant, là, vraiment pour vrai, là, ça inclut les hommes et les femmes. Bon, peut-être. Mais en fait, le problème de persévérer à utiliser homme pour parler des êtres humains, en fait, c'est que ça touche à la... Mais si je peux parler de témoignage personnel, c'est que ça touche à, par exemple, une personne comme moi. Moi, ça va m'affecter. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un rappel constant de l'exclusion des femmes de la notion d'humanité. Quand on dit, ben non, mais là, maintenant, c'est correct. Là. Maintenant, homme, c'est correct. Mais en fait, le fait que les femmes ont été exclues de l'humanité, c'est vécu par une forme de violence pour des personnes comme moi qui sont sensibles à ça. Fait qu'à chaque fois que moi, on me redit que homme, c'est correct maintenant, ben pour moi, ça m'affecte. Donc, simplement, en tout cas, c'est sûr que là, j'aurais aimé vous parler aussi de comment les approches décoloniales, donc épistémologie du Sud, épistémologie féministe, mais aussi les approches écoféministes, développent des savoirs vraiment critiques intéressants sur différents aspects qu'on aborde typiquement dans nos cours de philo. Là, je n'aurai pas le temps, mais je vous invite vraiment à poursuivre la réflexion en ce sens-là, puis ça va me faire plaisir de donner des sources là, bibliographiques plus précises pour celles et ceux que ça intéresse. Donc, voilà, je vous laisse maintenant avec Benoît. Parfait. Merci beaucoup, Sophie. Super intéressant comme présentation. Je vais essayer d'être bref pour qu'on puisse justement laisser beaucoup de place pour les questions et aborder certains thèmes qu'on n'aura pas eu le temps de faire en tant que tel. Donc, rapidement, je voudrais d'abord prendre le temps de dire merci aux gens du CCDMD d'avoir supporté le projet Atopos, qui était un projet ambitieux qui, d'une certaine manière, bousculait les manières de faire du CCDMD en raison de notre volonté de travailler avec des personnes concernées, des personnes expertes. Ils ont fait preuve d'une très grande flexibilité, d'une ouverture, d'une patience inouïe, là, surtout dans un contexte de pandémie. Et ça nous a permis de mettre sur pied un site qui est à la fois en adéquation avec les valeurs du projet Atopos, là, donc autant au point de vue du fond que de la forme.
Donc, je serai éternellement reconnaissant aux gens du CCBMD, mais aussi à toutes les personnes qui ont participé avec nous à la création du contenu sur le projet Atopos. Ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est réfléchir à l'enseignement collégial, à notre rapport à la tradition et à voir comment le projet Atopos s'inscrit dans l'écosystème de l'enseignement collégial. Puis pour le faire, je vais partir un peu de mon expérience personnelle en partant d'une scène d'un de mes romans préférés, Le Conte de Monte Cristo, dans lequel on a un passage qui avait séduit le jeune étudiant de cégep que j'étais à l'époque, où le personnage principal rencontre l'abbé Faria en prison. Et l'abbé Faria, c'est une espèce de modèle là, de l'intellectuel total, là, un peu comme on pouvait retrouver à la Renaissance. Et en prison, il raconte ceci. À Rome, j'avais à peu près 5000 livres dans ma bibliothèque. À force de les lire et de les relire, j'ai découvert qu'avec 150 ouvrages bien choisis, on a sinon le résumé complet des connaissances humaines, du moins tout ce qui est utile à un homme de savoir. Ainsi pourrais-je réciter Thucydide, Xénophon, Plutarque, Tite-Live, etc. Et je ne vous cite ici que les plus importants. Qu'est-ce que cette situation-là révèle? Elle révèle le fait qu'il existerait un canon avec les grandes œuvres importantes de l'humanité, puis celui-ci nous enseignerait tout ce que nous devons savoir sur l'humain. Au début, quand j'ai entrepris mes études en philosophie, moi, je pensais que devenir prof de philo, c'était connaître ce canon-là et être capable de l'enseigner. Dans le fond, c'était de devenir comme l'abbé Faria. Mais à force d'étudier l'histoire de la philosophie, je m'en suis venu à me poser la question, mais comment ce canon est constitué? Puis dès qu'on commence à réfléchir à la question, puis qu'on aborde les épistémologies décoloniales et féministes, comme Sophie nous l'a bien présenté, on tombe tout de suite dans la notion de rapport de pouvoir. Chez Bourdieu, on utilise le terme de distinction et de reproduction pour parler du savoir. Bourdieu, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est que le savoir, on peut l'utiliser pour distinguer les gens qui savent des gens qui ne savent pas, de ce qui est digne d'être étudié et de ce qui n'est pas digne d'être étudié. Et la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est est-ce que le savoir, c'est vraiment quelque chose qu'on réserve à une petite élite qui permette à cette élite-là de rester en situation de domination? Peut-être que la critique de Bourdieu était un peu trop sévère, parce que c'est vrai que les œuvres du canon occidental, c'est des œuvres qui sont belles, qui sont profondes, qui sont fondamentales, mais je pense aussi que ces œuvres-là peuvent être un lieu de rencontre, un lieu qui nous permet de grandir, puis pas nécessairement quelque chose qu'on utilise pour exclure. Donc, si on regarde un petit peu l'histoire de l'enseignement de la philosophie au Québec, on peut réaliser que Bourdieu avait en partie raison, parce que longtemps, l'enseignement de la philosophie, on l'a utilisé afin de distinguer des groupes sociaux. En fait, la philosophie était réservée dans les collèges classiques à une certaine partie de la population. On formait une élite franco-canadienne, c'est-à-dire le clergé et les gens qui allaient occuper des professions libérales. Et cet enseignement-là était dispensé dans les collèges classiques, en fait, aux classes sociales aisées. Donc, on servait de la philosophie pour exclure une partie des gens en leur disant qu'ils n'étaient pas faits nécessairement pour ce savoir-là. Par contre, avec le rapport parent et la création des cégeps, ce qu'on a voulu faire, c'est rattraper un retard que les Franco-Canadiens avaient par rapport au reste du Canada, mais aussi à l'Amérique du Nord. Et on a voulu créer les cégeps. Puis quand on a créé les cégeps, une étude récente là, montre qu'on a atteint cet objectif-là de rattraper le retard, mais on a fait quelque chose qui a été assez incroyable. On s'est dit que non, la philosophie, ce n'est pas quelque chose qui devrait être réservé à une simple élite, c'est quelque chose qu'on devrait rendre accessible à tout le monde, parce qu'on voyait le potentiel émancipateur, le caractère démocratique aussi de la discipline philosophique. D'après moi, ça devrait être une des plus grandes fiertés qu'on a du réseau collégial. Là, on devrait mettre ça de l'avant beaucoup plus. Avec la création des cégeps, les premières générations de professeurs de philosophie, qui étaient souvent des hommes qu'on avait triés sur le volet ou d'anciens professeurs des collèges classiques, on est tombé dans une logique de surpolitisation. Donc, les gens qui étaient plus croyants, qui étaient aristotomistes, qui disaient qu'il y avait seulement Aristote et saint Thomas d'Aquin qui possédaient la vérité, sont lentement sortis du réseau collégial et il y a eu un groupe qui était très politique, très militant, un groupe marxiste qui surpolitisait les cours de philosophie. Ce mouvement-là est tombé rapidement, pas parce que le Québec a connu une révolution communiste, là, vous comprendrez bien, mais plutôt à cause de la réaction du législateur. Donc, on a eu dès la création des cégeps plusieurs rapports, le rapport Roquet, le rapport Nadeau aussi, qui défendaient un recadrage de la formation, qui attaquait la discipline philosophique en disant qu'il fallait transformer cette discipline-là. Et ça a amené à une espèce de professionnalisation de notre discipline où on a décidé de commencer à reproduire la tradition
tradition qu'on retrouvait plus en Europe, le modèle plutôt français, ce qui nous a amené à faire les dissertations où on utilise des auteurs qui sont faciles à employer en dissertation, comme par exemple opposer Descartes et Sartre sur la notion de la liberté. Cette tradition-là a été reprise dans les manuels et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la philosophie a été constamment, depuis sa création dans les cégeps, l'enseignement de la philosophie a constamment été remis en question. Il y a eu beaucoup de menaces, dont la menace de la marchandisation, et souvent les professeurs, on s'est repliés sur une défense de la culture générale en disant que cette culture-là, en soi, était bonne et était juste et qu'on devait la maintenir. Donc, c'est sûr que quand on commence à parler de décolonisation du savoir, de revoir notre tradition, bien, je suis conscient que ça peut apporter peut-être une pression interne à ce qu'on fait déjà en disant on est déjà tellement en train de justifier notre tradition. Maintenant, est-ce qu'il faut encore plus repenser cette tradition-là? Je peux comprendre qu'il peut y avoir certaines réserves. Mais lorsqu'on parle du projet Atopos, là, souvent on me demande c'est quoi les motivations qui sont derrière le projet. Ben d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un souci de diversifier pour le plaisir de diversifier. On ne veut pas non plus se soumettre à un soi-disant relativisme ambiant, vraiment pas, et pas non plus répondre aux demandes du marché. De toute façon, on ne serait pas en philosophie si on voulait répondre aux demandes du marché. On ne veut pas se soumettre non plus à une soi-disant rectitude politique qui serait présente dans notre société. Le but, c'est plutôt de bien faire notre travail. Puis bien faire notre travail, ça correspond à répondre à la demande qu'on a. Et quand on regarde nos devis ministériels qui nous disent ce qu'on doit faire dans notre deuxième cours de philosophie, on dit qu'on doit discuter des conceptions philosophiques de l'être humain. Bien là, la question qu'on peut se poser, c'est quoi les œuvres? C'est quoi les grands thèmes? C'est quoi le canon qu'on doit présenter à nos étudiants? Est-ce que c'est le canon de l'abbé Faria tout à l'heure qui représentait pas mal les perspectives des hommes blancs européens? Bien, moi, je crois que pour avoir une vision vraiment juste, complète puis objective de l'être humain, on n'a pas le choix d'aller voir du côté des savoirs qui ont été marginalisés. Parce que les perspectives des femmes, des groupes racisés, mais aussi les réflexions qu'on a eues sur l'expérience coloniale ou sur des thèmes comme la maternité, la natalité ou le care, bien, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus objective, beaucoup plus complète de l'être humain. Le problème, c'est qu'on a quand même été formé à l'université dans une tradition surtout franco-allemande. Donc, comme professeur, quand on dit, ben oui, c'est important de décoloniser nos savoirs puis de décloisonner notre enseignement, on se retrouve avec une certaine limite de comment le faire, par où partir. C'est là qu'est née l'idée du projet Atopos de rendre disponible en ligne du matériel accessible à tous. L'idée d'avoir ce matériel-là, c'est qu'autant les étudiants, les étudiantes que les professeurs pouvaient avoir accès à ces savoirs-là où on peut s'auto-former. L'autre solution aurait été d'attendre que les universités s'adaptent, changent leur corpus et enseignent aux nouvelles générations de professeurs et une nouvelle façon d'enseigner puis des nouvelles perspectives. Mais on avait l'impression que si on attendait, ça n'aurait peut-être pas lieu. Donc, le but, c'est un peu de sortir de ce moule-là et dès le collégial, présenter des perspectives marginalisées en permettant à nos collègues de s'auto-former. Donc, sur le projet Atopos, sur le site, vous allez retrouver des entrevues, des présentations PowerPoint qu'on peut modifier, qu'on peut changer, et aussi des textes qui donnent la voix aux perspectives marginalisées. J'aurais juste des petites choses à rajouter dans ma présentation. D'abord, il faut faire attention à l'espèce de fausse opposition qu'on a tendance à faire entre les groupes, les philosophes classiques et les philosophies plus marginalisées. Au sens que les perspectives classiques, on n'a pas nécessairement à faire un choix entre les deux. Les perspectives classiques, souvent, sont capables de présenter leur position sans nécessairement discuter des positions marginalisées, mais les positions marginalisées sont toujours en dialogue avec les classiques. Donc, une bonne façon de présenter les perspectives autochtones, c'est montrer comment elles sont en réaction avec la vision de la nature de Descartes, par exemple. Ou même, si on veut parler de la perspective décoloniale ou africana, on voit qu'ils sont tout de suite en dialogue avec Hegel ou avec Kant sur la conception de l'être humain. Donc, il n'y a pas nécessairement une opposition binaire à faire entre classique puis marginalisé. Aussi, il y a des philosophes qui sont devenus des classiques. On peut penser à Edward Said, à Judith Butler, on peut penser à Wat Tiango, etc., qui ont mis sur pied des œuvres qui, d'après moi, devraient faire partie du canon de l'abbé Faria, qui nous dit c'est qui les auteurs importants pour comprendre tout ce qu'on doit savoir sur l'être humain. Donc, j'ai l'impression qu'il faudrait éviter cette espèce de dichotomie-là qu'on peut faire. Mais des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut, puis est-ce qu'on doit modifier à l'intérieur
de nos cours de philosophie, les pratiques d'invisibilisation de notre discipline, et aussi si l'enseignement collégial, c'est le meilleur lieu pour le faire. Donc, c'est peut-être deux questions qu'on pourrait aborder ensemble. Puis je voudrais tout simplement terminer par mettre de l'avant deux textes qui, d'après moi, toute personne là, qui s'intéresse à l'enseignement de la philosophie au collégial devrait lire de manière critique. On a d'abord l'excellent livre de Raphaël Arthaud-McNeill, excusez-moi, La perte et l'héritage, qui parle de l'éducation par les grandes œuvres, mais aussi la réponse dans la recension qui a été faite par Marianne Di-Crossé. Il y a un dialogue qui est fait là-dessus sur le rapport à la tradition, qui on doit enseigner, comment on doit l'enseigner, puis je pense que c'est assez riche comme réflexion. Je voudrais conclure en disant que la philosophie au collégial, c'est un écosystème. Il y a des gens qui défendent la tradition, qui le font d'une manière tout à fait remarquable. Il y a d'autres personnes qui réfléchissent à cette tradition-là, puis voir comment on peut la transformer. Puis je pense qu'on a besoin de se parler, puis ce dialogue-là va juste permettre de faire évoluer notre discipline et notre enseignement pour la suite des choses. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci Benoît, merci Sophie, mais est-ce qu'on pourrait prendre 2-3 minutes pour faire une visite du site Atopos? Oui, on peut faire ça. Donnez-moi 2 petites secondes. Oui. Je vais aller l'ouvrir. Je n'avais même pas pensé à l'ouvrir. Je suis désolé. Donc, projet Atopos. Oui, puis s'il y a du son, peut-être dans le partage d'activer le son. Là. Parfait. Ben, je vais vous le montrer rapidement. Okay. Oui. Donc, c'est 6 modules: perspective féministe, décoloniale, africana, autochtone, perspective antiraciste, perspective antispéciste. Je vais prendre la perspective décoloniale comme exemple. Donc, ici, on a un petit résumé de c'est quoi. On a un texte qui est écrit par une personne concernée, une personne qui a étudié bien cette question, c'est Nawel Hamidi. On a une vidéo ici où on a une entrevue avec Sophie et Daniel dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, si on sort du petit vidéo, je pense que j'ai perdu le site, mais bref, on a une présentation PowerPoint qui est téléchargeable, qu'on peut transformer, parce que nous, les professeurs de philosophie, on fonctionne souvent comme ça, se passer nos PowerPoint entre nous, on les adopte, on les transforme. Il y a une bibliographie commentée qui explique toutes les œuvres dans lesquelles on peut poursuivre la réflexion. Et finalement, il y a des questions qui peuvent accompagner le texte. Donc, c'est vraiment des ressources gratuites disponibles qu'on n'a même pas besoin de demander des droits d'auteur, mais qui sont disponibles pour vous pour bonifier vos cours. Puis, on voit que présentement, un peu partout au Québec, il y a des gens qui sont en train d'utiliser nos ressources. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir ça, mais aussi des gens qui les adaptent, qui les modifient, qui nous renvoient ce qu'ils ont fait. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est intéressant de voir ce dialogue-là. Puis derrière, petite chose, j'aurais à dire, les questions sur les enjeux de genre, les questions raciales, etc., c'est toutes des questions que nos étudiants abordent, voient sur les réseaux sociaux, qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est les meilleurs lieux pour aborder ces questions-là? D'après moi, non. D'après moi, c'est dans la salle de classe où on a du temps, où on peut réfléchir, où on peut vraiment discuter les idées, qu'on peut éviter de tomber dans les caricatures, puis vraiment réfléchir à ces questions-là. Donc, je pense qu'une personne qui veut faire ça dans sa classe, il peut avoir des outils pertinents là, à partir du site du projet Atopos. Très intéressant, d'ailleurs, les commentaires vont dans ce sens-là. Il y a Jean-François Tessier qui disait que décoloniser philo 2, philo 3, c'est intéressant, ça peut être facile, mais décoloniser philo 1, c'est moins évident, sauf si on met en relief le lien entre la philo grecque et les autres philos nés à la même époque, Mo-Tzu, Confucius. Mais on fait un pas à côté de l'intention de présenter la tradition gréco-latine. Il y a Marcella aussi qui a écrit que la solution serait peut-être de laisser les historiens parler de la tradition gréco-latine. À mon sens, cette partie du cours de philo 1 relève plus de l'histoire que de la philosophie. Elle ajoute aussi que merci de nous faciliter la tâche car elle est immense. J'ai hâte de consulter votre documentation, alors elle y a accès maintenant. Il y a une autre personne qui dit c'est Benjamin Arnoux, c'est génial comme projet, surtout très généreux de partager tout ce travail avec les collègues. Bon, beaucoup de remerciements. Maintenant, on va passer aux 2 questions qui ont été posées. La première est de Marcella, justement. Comment intégrer à la fois les différents points de vue sans tomber dans un relativisme absolu, relativisme qui rend impossible parfois le dialogue et la réflexion commune? Oui, je vais commencer, Benoît. Oui, très intéressant comme question. Mais en fait, je répondrais à ça que j'ai l'impression que c'est déjà ce qu'on attend de nous comme professeurs de philosophie, de présenter différentes conceptions qui
puis vous l'avez sûrement déjà entendu de la part de vos élèves, qui des fois, même nos élèves nous disent « Ouais, mais là, tu sais, maintenant tu m'as expliqué, je ne sais pas, la liberté chez Marx, la liberté chez Sartre, la liberté… là, tu sais, j'y ai mêlé parce que je me dis, ben, c'est quoi d'abord la liberté? » On crée déjà cet effet-là par le fait même que le ministère nous demande de proposer différentes conceptions, surtout en philo 2, en philo 3, où là, ben, les élèves sont déjà confrontés au fait qu'il existe une variété de conceptions et qu'ils doivent les évaluer, se positionner par rapport à elles. Fait que le fait de dire que là, on va rajouter des conceptions qui sont en dehors de notre tradition, ça ne va pas être une révolution, ça ne va pas changer finalement tant que ça ce qu'on fait déjà. On offre déjà différentes perspectives. C'est juste que là, on va sortir du centre. On va offrir des perspectives qui partent de d'autres points de vue. Fait en ce sens-là, je ne crois pas qu'on encourage un plus grand relativisme. Puis, tu sais, par rapport au fait que oui, ça prend des points communs pour le dialogue, mais le problème, c'est justement si tous les points ont en commun d'être reliés à un certain centre, ben, on exclut des personnes du dialogue. C'est là qu'il y a des enjeux de justice épistémique. Fait que c'est pour ça que de prendre la peine de proposer différentes perspectives du centre, mais aussi de l'extérieur du centre, moi, je pense qu'au contraire, on favorise le dialogue. Merci pour ta réponse, Sophie. Il y a Jean-François Tessier qui pose la question suivante. Est-ce qu'il y aura une réponse? On ne sait pas. À quand l'ajout de la notion de pluriversel au devis ministériel? Ben, si je peux répondre, ben, en fait, moi, le devis, présentement, je l'aime bien. Je trouve qu'on a une grande liberté. Puis quand on a fait notre demande au CCDMD, c'était vraiment en partant de l'analyse du devis ministériel comme on avait. Il y a un espace de liberté à l'intérieur qui nous permet de présenter ces perspectives-là sans que ce soit ajouté au devis. Donc, en ce qui me concerne, je me dis, ben, profitons déjà de la liberté qui est présente, puis débattons aussi de ces questions-là d'intégration de perspectives. Je voudrais rajouter sur ce que Sophie a dit tout à l'heure, ne serait-ce que quand on veut approfondir une question comme la question du travail chez Marx, le fait d'aller voir les perspectives féministes sur le travail invisible, ben, d'après moi, ça permet juste d'avoir une vision plus complète, plus objective de c'est quoi le travail. Donc, d'après moi, cette diversité-là, au contraire, nous permet d'atteindre notre objectif de philosophe, de rechercher la vérité, ben, ça nous donne une vision plus adéquate d'une réalité. Puis justement, moi, mes réflexions sur le travail ont vraiment, d'après moi, sont beaucoup plus justes, beaucoup plus pertinentes maintenant que je suis allé voir d'autres théories. Donc, il ne faut pas nécessairement confondre le fait d'avoir une multiplicité d'approches avec le relativisme. Au contraire, je pense qu'il y a un travail de tri, de sélection, de critique qui nous amène à former notre idée. Quel beau projet et vous avez été très concis d'une certaine façon parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, c'est aux participants à aller découvrir votre site que j'ai bien hâte de découvrir de mon côté. Je vous remercie énormément et j'espère que s'il y a d'autres personnes qui peuvent poser des questions, commenter, vous pouvez le faire. Je vous invite peut-être à utiliser l'espace de discussion là, pour remercier. C'est déjà fait, il y en a beaucoup là, qui vous remercie là, dans les commentaires. Je vous remercie énormément. C'était instructif et j'espère qu'on aura l'occasion, Sophie et Benoît, de se revoir dans une autre occasion. Merci aux participants aussi. Vous avez été fidèles. Vous étiez 22 et vous êtes restés 22. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de monde qui a quitté pendant votre présentation. Je pense que c'est un excellent indicateur de la qualité de votre présentation. Merci, puis à la prochaine. Merci. Oui, il y a quelqu'un qui demande, David Berthet, oui, la vidéo va être disponible demain. Vous allez être avisé quand ce sera fait. Et merci de répondre, bien sûr, aux petits questionnaires d'évaluation, d'appréciation. Ça va nous être très utile. Parfait. Merci tout le monde. À bientôt. Si je peux me permettre, on est en train de réfléchir sur faire une deuxième phase du projet Atopos pour le cours éthique et politique, puis peut-être éventuellement une troisième phase pour le cours de philo 1. Si jamais ça vous intéresse, joignez-vous à notre groupe sur décolonisation de la philosophie au collégial. On va prendre le temps de faire un appel à tous puis de bien réfléchir cette question-là avec beaucoup de professeurs. Donc, faites-nous signe, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Au revoir. Bye. Il y a Maxime, si vous voulez rester là, quoique il y a pas mal de personnes qui ont quitté, mais ce n'est pas grave. Le meurtre du savoir est une notion intéressante. Je comprends comment elle s'explique par l'ignorance
conscientes ou non, mais que pensez-vous de certains établissements qui retirent des œuvres des bibliothèques pour protéger les élèves? Vas-y, Sophie, si tu veux. T'avais l'air vraiment motivé, Benoît, vas-y. Ah, ben, c'est à ne pas faire. Il y a une belle réflexion chez Mudimbe sur la bibliothèque coloniale. Donc, la bibliothèque coloniale, c'est quelles sont les œuvres qu'on a utilisées pour mettre sur pied le racisme, défendre l'idée qu'il y a des humains qui ne sont pas humains, donc on peut exploiter, etc. Et lui dit, ces livres-là existent. Sa solution, c'est de créer une bibliothèque décoloniale aussi, mettre des livres qui vont être en dialogue avec ces perspectives-là. Nous, au Cégep de Lévis, on travaille beaucoup là-dessus sur le côté décolonial de notre bibliothèque. Des fois, il y a peut-être des titres qui vont être surprenants pour des étudiants et des étudiantes de Cégep, mais l'idée, c'est de rajouter des livres et pas nécessairement d'en enlever. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que présentement, ce qu'on voit surtout aux États-Unis, c'est que c'est la droite qui a récupéré cette culture de l'annulation ou du bannissement ou du retrait de livres. Donc, on le voit beaucoup du côté de la droite et c'est, d'après moi, c'est ce qui tue l'éducation, ce qui tue le savoir. C'est plus il va y avoir de livres, mieux c'est, là, tout simplement. Et même par rapport, des fois, les professeurs ont tendance à censurer des passages parce que, par exemple, il y a le mot en haine, parce que, par exemple, on voit, là, l'auteur, on voit qu'il est vraiment sexiste, là. Puis, des courts passages, des fois, là, je ne sais pas, dans l'apologie de Socrate, une seule phrase où là, Socrate dit je ne vais pas me présenter à vous, me mettre à pleurer comme une femme. Mais moi, au contraire, c'est ces passages-là que je me sers. Pour moi, c'est des perles. C'est comme voyez-vous, on voit ici un passage qui nous révèle que même Socrate, qu'on admire tant, avait aussi des stéréotypes et valorisait la masculinité aux dépens de la féminité. Donc, en fait, je trouve que c'est justement des passages qui nous donnent des clés pour mieux comprendre la pensée qu'on est en train d'étudier. Donc, au contraire, il ne faut pas les cacher. On dit souvent que quand on veut décoloniser le savoir, il faut en dire plus et non pas en dire moins. Donc, on prend le temps de relever ces biais-là, puis on les explique, on les interroge. Puis, je rajouterais à ça, quand on enseigne la philosophie ou qu'on fait l'histoire de la philosophie, le but, ce n'est pas faire de la géographie. Là. On n'est pas en train de raconter l'histoire de saints, de grands penseurs qui avaient réfléchi à tout et qui n'avaient aucune faille dans leur pensée. Au contraire, je pense que, comme Sophie le dit bien, c'est révélateur de voir les biais, les erreurs ou les choses qu'on peut remettre en question dans ces textes-là. Ça permet juste de pousser plus loin notre réflexion. Puis des fois, c'est dans la faille de certains systèmes philosophiques que d'autres philosophes ont émergé, puis d'autres systèmes philosophiques ont émergé. Donc, explorons cette pensée-là. Moi, j'ai aucun problème à aborder les enjeux de racisme chez Kant, par exemple, ou chez Aristote. Il faut fouiller ces questions-là, puis réfléchir à leur impact qu'ils ont eu, au lieu de le cacher en essayant de défendre une pureté des philosophes qu'on étudie. Si on cherche un penseur ou une penseuse pure, là, on n'en trouvera pas, puis ça va nous empêcher de réfléchir puis de pousser plus loin. Merci à tous les deux. On se dit à la prochaine. Bon dîner si ce n'est déjà fait. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.